Salam alaikum, nous allons commencer maintenant le dernier chapitre qui est l'algorithmique. Pour bien comprendre l'algorithmique, on va parler d'une recette de cuisine. Si vous prenez une recette de cuisine, par exemple, la recette pour préparer une omelette, vous allez prendre un bol, ensuite prendre deux œufs, ensuite casser les œufs dans un bol, ensuite jeter les coquilles dans la poubelle, etc. Donc il y a un certain nombre à d'étapes à suivre pour faire votre plan. Eh bien, un algorithme, c'est pareil. Un algorithme définit un enchaînement d'instructions qui permet de résoudre un problème donné. En effet, étant donné des données d'entrée, l'algorithme définit les étapes à suivre pour produire ou atteindre un résultat, qu'on appelle les données de sortie. Étant donné les ingrédients, la recette de cuisine définit les étapes à suivre pour obtenir le plat. Donc là, nous allons voir les ingrédients, les entrées. Le plat, c'est la sortie et la recette, c'est l'algorithme. Donc elle va définir ces étapes. On arrive maintenant à la programmation. La programmation permet d'écrire un algorithme dans un langage de programmation précis pour produire un programme exécutable par la machine. L'algorithme ainsi est destiné aux humains, alors que le programme est destiné pour la machine, pour qu'elle soit exécutée. On arrive à une autre notion qui est celle du logiciel. Eh bien, dans un logiciel, vous avez un ensemble de programmes. En parlant de langage de programmation, on n'a pas qu'un seul. On peut avoir le C, le Python, Java, C# ou autre. Ensuite, on arrive à la notion de compilateur-interpréteur qu'on va voir maintenant. Alors, pour résumer ce qu'on vient de dire, donc on a un algorithme qui transforme des entrées en sorties. Donc, dans un algorithme, on va définir les étapes ou bien les instructions qui permettent à la machine de passer des entrées et de les transformer en sorties. Lorsqu'on traduit cet algorithme dans un langage de programmation, on va obtenir ce qu'on appelle un code source. Ce code source, il est écrit dans un langage de programmation défini, par exemple Java, C ou autre. On va utiliser un compilateur ou un interpréteur pour traduire ce code source écrit dans un langage textuel, dans un fichier exécutable en binaire 1 et 0 qui peut être interprété par la machine. Maintenant, pour écrire ou pour représenter un algorithme, on a deux manières. On a le logigramme, une méthode graphique, et on a le pseudocode, qui est un code textuel. Donc, le logigramme est une représentation graphique de l'algorithme. Bien que c'est une méthode visuelle, le logigramme n'est pas pratique pour représenter des algorithmes lorsque ces derniers deviennent complexes. La norme ISO 5807 définit les symboles à utiliser pour représenter un algorithme en utilisant le logigramme. On va le voir prochainement, Inch'Allah. Alors, pour le pseudocode, c'est une représentation actuelle non rigide de l'algorithme. Donc, comme j'ai dit, le pseudocode est destiné aux humains, de même titre que le logigramme. Contrairement au code source qui est, lui, destiné à être compilé, ensuite exécuté par la machine. Si on veut parler de propriétés d'algorithme, l'algorithme doit prendre en compte toutes les éventualités d'un traitement. Donc, lorsque vous faites un algorithme, il faudra
penser à toutes les possibilités. Un algorithme ne peut pas s'exécuter éternellement. Donc, il doit s'arrêter à un certain moment. Les opérations d'un algorithme doivent être non ambiguës et claires. On cherche souvent à concevoir un algorithme efficace, ce qui revient à minimiser le temps d'exécution et à consommer un minimum de ressources. Revenons à l'exemple qu'on a vu la dernière fois et tout au long de ce cours. Donc, on a l'architecture de von Neumann, on a un processeur, une mémoire centrale. Donc, le processeur va traiter, exécuter les instructions qui sont stockées dans la mémoire centrale. Il va manipuler donc, et recevoir des données des périphériques d'entrée. Ces données vont être stockées également dans la mémoire centrale. Il peut euh, aussi récupérer des données à partir de périphériques de stockage, par exemple disque dur. Ensuite, il va faire ses traitements, il va calculer des résultats. Ces derniers peuvent être envoyés vers soit le périphérique de sortie, non pas d'entrée, et ou bien vers les périphériques de stockage. Arrivons maintenant à la notion de données. Et dans un programme informatique, on a besoin de stocker des données, soit celles qui sont saisies par l'utilisateur, issues du disque dur, définies par le programme, les résultats intermédiaires ou les résultats finaux. Donc, ces données peuvent être stockées soit dans une constante ou bien une variable. Comme son nom l'indique, une variable, c'est un emplacement mémoire qui stocke des informations qui peuvent changer. C'est-à-dire, dans une variable, je peux mettre une valeur. Cette valeur, je vais, par la suite, je peux la changer. Lorsqu'on arrive à une constante, c'est un emplacement mémoire qui stocke des informations qui ne changent jamais. C'est une constante. Il existe quatre types standards. Il y a le type entier, qui représente les nombres entiers relatifs. Il y a le type réel, qui représente les nombres réels. Il y a le type booléen, qui a deux valeurs, soit vrai, soit faux. Et il y a le type char, qui représente les caractères. Déclaration d'une constante, lorsqu'on veut déclarer une constante, on met le mot const suivi du type de la variable ou bien le type de la constante, ensuite le nom de cette constante, suivi de égal et ensuite, enfin, la valeur qu'on va mettre dans cette constante. Bien sûr, en général, on met un point-virgule à la fin de chaque déclaration pour dire que c'est une déclaration, mais ce n'est pas obligatoire. On peut aussi déclarer une variable en mettant var, le nom de la première variable, deuxième, etc. Ensuite, à la fin, on va mettre deux points type. Passons aux exemples. Eh bien, lorsque on définit une constante pi, donc qui est égale à 3,14, on va mettre const pi, le nom de la variable est égal à 3,14, pardon. Donc là, on va créer un emplacement de mémoire, on va le nommer par un identificateur, c'est-à-dire le nom, et on va mettre 3,14 dans cet emplacement. Lorsqu'on déclare var x, y, deux points entiers, eh bien, cette déclaration va être traduite par la création de deux variables, x, y, nommées x, y. Elles sont toutes de deux entiers. Là, on ne définit pas la valeur. Lorsqu'on définit une valeur var z réelle, eh bien, on va réserver un emplacement mémoire qui va stocker ces nombres réels.
nous arrivons à l'identificateur. Donc, les variables sont accessibles à travers leur nom, qu'on appelle identificateur. Un identificateur est une suite de caractères alphanumériques qui commence nécessairement par une lettre ou le caractère underscore. Ce dernier est le seul caractère non alphanumérique accepté dans un identificateur d'une variable. Alphanumérique, ça peut être soit alphabet, soit numérique. L'alphabet de A à Z minuscule, A majuscule jusqu'à Z majuscule, et les chiffres 0, 1 jusqu'à 9. Exemple d'identificateur accepté, CACI, CACI 73, KS54NO, underscore MI, KA underscore CI. Exemple d'identificateur non accepté, 34 CACI, parce qu'on avait dit qu'on doit commencer par une lettre ou underscore, CACI de dollars, parce qu'on a un caractère non alphanumérique, donc c'est pas accepté. Pareil pour CACI dièse GDG, il y a le caractère spécial dièse. Maintenant, arrivons à l'affectation. L'affectation consiste à associer une valeur à une variable en utilisant l'identificateur de cette dernière. Donc, on utilise le symbole flèche gauche. Donc là, exemple, prenons l'exemple de tout à l'heure. Donc, on avait déclaré pi avec une valeur de 3,14, deux variables entières x et y, une valeur réelle z. Lorsque je vais avoir une affectation x reçoit 5, eh bien, on va mettre la valeur 5 dans l'emplacement mémoire de 5. Pareil, lorsqu'on a y reçoit 3, on va mettre la valeur 3 dans la variable mémoire correspondant à la variable y. Lorsqu'on met z reçoit 12,5, on va mettre la valeur 12,5 dans la variable z. Maintenant, lorsqu'on met x reçoit 16, eh bien, la valeur de x, elle va changer. On va écraser le 5 et on va le remplacer par 16. Pardon. Donc, mettez bien en tête que x fait un emplacement mémoire qui peut changer. Pour changer, on doit mettre affectation ou autre. On arrive maintenant aux expressions. Une expression est une suite d'opérandes relayées par des opérateurs. Les types d'expressions qu'on peut avoir, c'est les expressions arithmétiques. On utilise les opérateurs arithmétiques, à savoir le plus, le moins, le slash et l'étoile. Les expressions logiques, on utilise les opérateurs logiques et ou non. Les opérateurs, les expressions relationnelles, on utilise les opérateurs de comparaison inférieur, inférieur égal, supérieur, supérieur égal, égal ou différent. Remarquez que pour mettre différent, on n'a pas le signe différent dans notre clavier. Du coup, on va utiliser inférieur, supérieur pour représenter différent, c'est-à-dire également. Eh bien, arrivons à l'expression arithmétique. On va les prendre comme exemple. Donc, on avait dit quoi? On a les opérateurs plus, étoile, etc. Maintenant, lorsqu'on affecte dans une variable, on peut, comme on a vu tout à l'heure, affecter une valeur ou d'une manière générale, on affecte une expression. Donc là, x est entière, donc l'expression qu'on lui affecte, elle va être entière. Donc là, on a 8 plus 5 étoile 2. Donc, pour évaluer cette valeur, donc on va multiplier le 5 fois 2 parce que l'étoile, bien la multiplication est prioritaire par rapport à plus. Du coup, on va obtenir 10. On va sommer les deux. Et le résultat, donc on obtient 18. Le 18, on met dans
X. Maintenant, supposons qu'on a Y est égal, Y reçoit X plus 2 plus 5 fois 6. Donc là, le X il va être remplacé par sa valeur qui est le 18. Donc, on va ajouter 10 plus 2, ça fait 20. Et le 5 fois 6 qui est prioritaire, donc il va être 30. Et puis, on va sommer les deux. On obtient une valeur de 50 qu'on met dans la variable Y. Passons par exemple maintenant à Z. Z est égal à Y sur X moins 8. X moins 8, c'est combien? X moins 8, c'est 18 moins 8, c'est 10. Donc, Y, c'est combien? 50. 50 sur 10, c'est 5. On obtient 5.0. Là, c'est un nombre réel. On arrive maintenant aux instructions de lecture-écriture. La lecture permet d'introduire des données dans des variables. Nous utiliserons l'opérateur lire. Par exemple, lire X, elle permet de mettre la donnée introduite par l'utilisateur dans le clavier dans la valeur X. Lire XY, c'est-à-dire que on va lire deux variables. La première, elle va être mise dans X, alors que la deuxième, elle va être mise dans Y. L'écriture, quant à elle, permet d'afficher sur l'écran. Nous utiliserons l'opération écrire. Donc, écrire expression 1, expression 2. Donc, on va écrire dans l'écran expression 1, expression 2, etc. Arrivons maintenant aux choses sérieuses, c'est-à-dire la structure d'un algorithme. Donc, un algorithme, il permet d'avoir des données pour avoir des résultats. Ben, supposons qu'on a deux variables, ou bien deux données A et B introduites. Ben, on veut créer l'algorithme somme AB qui va sommer A et B. Donc là, l'algorithme somme AB, il a les variables A, B, S qui sont des entiers. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, si on veut faire les étapes, il doit lire le A, les entrées. Donc là, la première étape, donc on a la lecture des entrées, et la dernière, c'est l'écriture des sorties. Donc, il va lire A et B. Il va ensuite mettre dans une variable S, il va lui affecter A plus B, pour ensuite, à la fin, écrire S. Supposons par exemple que l'utilisateur introduit 3 et 2. Donc, il va mettre 3 plus 2 en S. 3 plus 2, c'est 5. Donc, il va ensuite afficher le 5, et, etc. Donc, en fonction des entrées que l'utilisateur va lui donner, il va, euh, afficher, bien calculer le résultat. Donc là, on aura besoin de trois variables qui sont le A, le B et le S. Le A et le B, c'est les variables d'entrée, et le S, c'est la variable de sortie. Donc, on va voir le déroulement d'un algorithme. Eh bien, l'algorithme somme AB, ben, on va déclarer des variables A, B, S, qui sont des entiers. Donc, on a cette instruction, elle va créer les cases mémoire. Donc là, on va exécuter, on va simuler l'exécution de cet algorithme par la machine. C'est ça le déroulement. Ensuite, on a le B et le S. Ils sont tous les trois entiers. Ensuite, lorsqu'on arrive à lire A, on va mettre une valeur introduite par l'utilisateur dans A, par exemple 12. L'utilisateur, il va écrire 12 et on va le mettre dans A. Ensuite, on passe à lire B. Dans cette instruction, on va, par exemple, lire la valeur 20 et la mettre dans B. Ensuite, on va calculer S, c'est A plus B, donc c'est 12 plus 20, ça nous fait 32. Ensuite, on va écrire la somme et
deux points, virgule, la valeur de S. Donc là, la valeur de S, c'est combien? 32. On va écrire la somme et 32. Maintenant, nous allons arriver aux instructions de contrôle. Avant de continuer, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, mettez-les dans le chat, sinon je vais continuer. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais continuer. Alors, très bien. Très bien. Donc, ça veut dire que c'est clair. Parfait. Maintenant, on va passer aux instructions de contrôle. On a les structures conditionnelles et les structures itératives, nommées également les boucles. Pour les structures conditionnelles, on va commencer par l'instruction si alors. Eh bien, cette instruction, si une condition est vraie, alors on va exécuter un certain nombre d'instructions. Fin si. Donc, c'est ça l'instruction si alors. Donc, pour comprendre cet exemple, on va prendre cet exemple qui est la valeur absolue. Donc là, on a valeur absolue. On a comme entrée A et comme sortie, c'est sa valeur absolue. Donc, pour faire cet algorithme, eh bien, on aura besoin de ABS. On va tout d'abord lire le A, l'entrée. Ensuite, on va mettre dans ABS A. Donc, on va mettre cette valeur. Si le A est négatif, alors on doit inverser son signe. Donc, ABS reçoit A fois moins A. Fin signe. Ensuite, on va exécuter l'instruction écrire ABS. Eh bien, nous allons, par exemple, lire 5. On va mettre ABS, on va lui mettre 5. Ensuite, le 5, est-ce qu'il est négatif? Non. Donc, on ne va rien faire lorsque la condition elle est fausse. Ensuite, on va écrire ABS, c'est-à-dire le 5. Maintenant, supposons qu'on a moins 3. Donc, ABS reçoit moins 3. Est-ce que le A est inférieur à 0? Oui. Alors, on va prendre ABS, c'est le A, c'est-à-dire moins 3, multiplié par moins 3, ça fait 1 plus 3. À la fin, je vais sortir et je vais écrire 3. Maintenant, passons à l'instruction si, sinon. Eh bien, comme dans la vie, donc si une condition est vraie, alors on va exécuter les instructions A1, A2 jusqu'à N. Sinon, on va exécuter les instructions B1, B2 jusqu'à B1. Et là, notez que soit on va exécuter les instructions A, I, soit on va exécuter les instructions BJ. Donc là, en fonction de la condition, on va aiguiller. Donc elle est vraie, on va aller exécuter ce qui est dans alors. Si elle est fausse, on va exécuter ce qui est dans sinon. On n'exécute jamais les deux. Donc soit ce bloc du alors, soit le bloc du sinon, il est exécuté. Maintenant, pour bien comprendre, prenons l'exemple du maximum. Maximum à deux variables. Maximum AB. Il va nous retourner le maximum, soit le A, soit le B. Alors, on aura comme variable le A, le B, les entrées, et comme variable aussi la sortie max. Ils sont des entiers. Donc, la première instruction, on doit lire les entrées. Donc, lire AB, ça nous permet à la fois de lire A et B. Ensuite, si A est inférieur à B, alors le maximum, c'est B. Sinon, le maximum va être A. Fin si. Donc là, supposons qu'on a 2, 3. Donc là, le 2 est inférieur à 3. Du coup, le maximum, c'est 3. Fin si.
Donc là, écrire max, ça va être le 3. Dans le cas inverse, si on avait 4 6 4, 6, 8, non, pardon, 8 6, donc on va lire 8 6, donc le 8 est inférieur à 6, non, alors on va aller max, on va lui mettre 8. On va